Proposons aujourd'hui, nous allons recevoir dans cette émission des personnalités. Guillaume Depardieu est déjà installé. Je vous demande de le saluer. Des personnalités qui ont toutes aujourd'hui un point commun. Elles ont frôlé la mort, elles ont failli mourir. Elles vont nous raconter cette expérience extrêmement particulière. Comment ont-elles vécu, ces personnalités, cette journée particulière dans leur vie? En quoi a-t-elle changé le cours de leur vie? Comment elles appréhendent la mort aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. L'acteur Guillaume Depardieu a donc frôlé la mort un jour d'octobre 95. Il a été victime d'un grave accident de moto. Après 17 opérations, il a contracté une infection nosocomiale dont on va parler. Et elle a nécessité Elle a nécessité l'amputation d'une jambe. C'était le 6 juin 2003. Oui. Guillaume, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce jour-là. C'était donc il y a 8 ans, cet accident de moto. Quel souvenir vous en gardez? Une grande surprise. Pourquoi? Parce que pour une fois, je ne roulais pas vite. Et j'ai pris une valise qui s'est détachée d'un véhicule. Je l'ai prise en pleine gueule. Et donc, je me suis retrouvé avec une jambe arrachée, 2 doigts arrachés alors que j'étais pianiste, le coude défoncé. Et heureusement, j'avais des notions de secourisme, donc je me suis garrotté pour éviter de perdre mon sang. Mais en même temps, les camions passaient à ça de ma tête. Et il y a une femme qui m'a sauvé la vie, qui s'appelle Pascal, et je tiens à la remercier encore une fois de plus aujourd'hui, qui a mis sa voiture devant moi. Voilà. Afin que vous ne soyez pas écrasé par les autres voitures. Vous avez donc été transféré à l'hôpital. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu conscience que votre vie allait basculer à cause de cet accident? C'est-à-dire que j'étais... ça faisait une semaine que je commençais un tournage. Et pour moi, le lundi, c'était un dimanche soir. Donc le lundi, je devais tourner. Et pour moi, j'étais persuadé de tourner. Et quand j'ai vu la tête des pompiers, quand ils ont vu mon corps, je me suis dit, c'est foutu, quoi. À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était foutu pour le lendemain, le tournage, mais que... Tout de suite. Tout de suite. Vous vous êtes dit, ça ne sera plus jamais comme avant? J'ai regardé dans les yeux du pompier. Je lui ai dit, je dois travailler demain. Et il m'a dit, non, c'est terminé pour toi. Il vous a dit ça? Bah oui. Le regard. Et qu'est-ce qui se passe justement dans votre tête à ce moment-là, quand vous comprenez que votre vie, elle a basculé là? Vous vous en souvenez de ce moment-là, ou c'est a posteriori que vous vous êtes remémoré les choses qui vous sont passées Non, j'ai commencé à écrire une chanson pour la femme que j'aimais. Et c'est tout. Et après, je suis passé dans le coma, je suis passé dans le... Vous avez donc été à l'hôpital, vous avez été opéré 17 fois? Ouais, en gros. Vous avez contracté un staphylocoque doré? Oui, plus une souche résistante, plus une double souche résistante. Donc à votre calvaire de l'opération, de cet accident, alors que vous ne rouliez pas vite, c'est donc ajouté cette fameuse maladie nosocomiale, comme on dit aujourd'hui, une maladie contractée à l'hôpital. Oui. Qu'est-ce qui vous a rendu, si tant est que vous le soyez, mais le plus en colère? L'accident, la maladie contractée à l'hôpital? Non, le mensonge. De qui? Les laboratoires. C'est-à-dire? On vous a menti sur ce que vous aviez contracté à l'hôpital? Écoutez, c'est très délicat de dire ça parce qu'en même temps, j'ai rencontré les gens les plus merveilleux à l'hôpital. Et en même temps, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de moyens, que les gens sont sous-payés, que les infirmières sont sous-payées pour un travail où elles devraient être 2 fois plus nombreuses. Qu'est-ce que je vous dise? Je suis remonté, j'ai remonté la piste. Donc la piste, c'est les laboratoires. Je suis même allé voir M. Mattei. Le ministre de la Santé? Oui. Quand vous avez donc appris que vous aviez contracté une maladie infectieuse due à l'hôpital, maladie nosocomiale, qu'est-ce que les médecins vous ont dit? Vous ont laissé le choix entre quoi et quoi? Non, il y a une culture médicale en France
qui n'est pas forcément que médicale, mais il y a une culture du secret. Et donc, tout le monde est au courant de tout, mais personne ne dit rien. Moi, je suis allé jusqu'au bout. Donc, j'ai découvert que les laboratoires, non seulement les grands laboratoires, je parle de grands laboratoires, je ne citerai pas le nom, évidemment, mais non contents de ne pas fabriquer de médicaments génériques, ou en tout cas c'est tellement compliqué à dire. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Vous étiez dans quel état psychologique pendant tous ces mois à l'hôpital? J'étais comme quelqu'un qui vient de se faire prendre une valise dans la gueule, qui n'a rien compris, et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai perdu ma jambe, mon bras, mes doigts, j'étais pianiste. Donc j'ai changé de vie. Mais quand on est un acteur talentueux, quand on est un jeune et beau garçon, et qu'il vous arrive ça, et que vous vous retrouvez dans un lit d'hôpital, à qui on en veut? Mais j'en veux à personne. J'en veux au système. Tout le monde est victime du système. Vous comprenez ça? Je me bats depuis 2 ans là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par rapport à ça? Parce que beaucoup de gens sont victimes en France de maladies nosocomiales. Non, je suis entendu par les victimes, mais pas par les responsables, qui ne sont jamais coupables. À quel moment vous avez décidé de vous faire amputer? Quand c'était plus possible. Trop de douleur. Trop mal? Trop mal. Les médecins vous conseillaient au contraire de continuer avec... Non, ils me conseillaient soit l'amputation, soit l'arthrodèse. Qu'est-ce que c'est? Une arthrodèse, c'est quand on vous met la jambe droite comme ça, toute votre vie, et donc votre dos, c'est terminé au bout de 15 ans. Donc c'est un moindre mal. Donc moi j'ai décidé de me faire amputer parce que, d'abord, j'en avais les moyens. Ça, c'est important. C'est-à-dire? C'est-à-dire que personne en France, malgré le système de sécurité sociale, n'a les moyens de pouvoir avoir ce que j'ai là, maintenant. Là. C'est-à-dire la prothèse ou pas l'amputation? Non, une prothèse. Mais quelle prothèse? Qui la rembourse? Je ne sais pas, je vous le demande. Personne. Vous voulez être payé? Ouais. C'est une décision qui est, je suppose, extrêmement lourde à prendre? Non. Non? Non, c'était lourd uniquement par rapport à ma famille parce que moi, je savais depuis 1 an que je n'avais pas d'autre solution, mais je ne pouvais pas le dire à ma famille parce que pour eux, c'était incompréhensible. Comme pour tous les gens, à mon avis, qui doivent regarder cette émission, c'est incompréhensible qu'on ait le meilleur, soi-disant, le meilleur système de santé, ce qui est faux d'ailleurs, parce que en Norvège, en Finlande, en Suède, eux ont le meilleur système de santé. Mais ici, il y a une vaste hypocrisie, et tout ça, évidemment, est relié à l'argent. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, sous le gouvernement Pompidou, on a choisi de favoriser, de privilégier un système de santé qui était basé sur les antibiotiques. Oui. Et donc, les antibiotiques, comme les cafards à New York, je ne sais pas si les gens savent que le pire problème d'un New-Yorkais, ce n'est pas les 2 tours, c'est les cafards. C'est-à-dire que vous mettez un produit sur un cafard, il résiste. Le principe de l'antibiotique, c'est la même chose. Nous avons créé des souches résistantes. Qui sont censées soigner au départ, mais qui deviennent de plus en plus résistantes, c'est ça que vous voulez dire? Mais non. Moi, je ne suis pas une spécialiste. Donc, non, c'est qu'ils ne soignent plus. Ils ne soignent plus. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur de mourir? Non, peur de mourir, non. Peur de quoi, alors? De ne pas avoir le temps. De faire quoi? De faire les choses que j'ai à faire. C'est-à-dire votre combat? Combat, c'est un bien grand mot. Non, ce que je sais faire, c'est-à-dire chanter, faire de la musique, faire le comédien tant que je peux, produire, être auteur, compositeur, interprète. Vous voyez, enfin, ma vie. Et est-ce que cet accident,
cette maladie que vous avez contractée, puis ensuite l'amputation, ça a changé la donne dans votre vie? Les espoirs que vous aviez, les rêves, les projets? Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Comment vous êtes aujourd'hui? J'ai ma fille. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui? Est-ce que vous en aviez autant conscience avant? Peut-être moins, mais depuis qu'elle est née, d'un jet de Sarbacane, ne jamais ne t'éloigne. Est-ce que c'est ça qui vous fait tenir le coup? Ouais. Enfin, votre fille. Ouais. Pour elle, vous avez envie de vous battre? Non, j'ai pas envie de me battre. J'aime pas les conflits. Je n'aime pas l'hypocrisie. C'est pas pareil. Mais est-ce qu'il y a un moment, ma question en fait c'était, est-ce qu'il y a un moment où parce que vous avez traversé de terribles épreuves, où finalement c'est vrai, vous me disiez tout à l'heure, il y a la valise qui est tombée, vous n'avez rien demandé à personne, l'hôpital vous y êtes allé pour vous faire soigner, vous contractez une maladie qui va provoquer l'amputation de votre jambe, vous n'avez rien demandé à personne. Quand même, il faut quand même tenir le coup. Il y a des moments où on doit être désespéré, on doit, je sais pas, c'est humain, envie de tout arrêter, de hurler, enfin je ne sais pas, de sortir de... Là, vous êtes très très calme, parce que je suppose que vous avez beaucoup réfléchi à ça, mais il y a certainement des moments où... Oui, il y a des moments, oui. Mais vous savez, la colère est plus forte. Et tant qu'on est indigné et en colère, on peut vaincre tout. Et moi, je suis indigné et en colère. Et je me battrai jusqu'au bout. Pas pour moi, parce que moi, c'est trop tard. Mais je me battrai jusqu'au bout. Vous me parliez tout à l'heure de votre entourage. Vous disiez que l'amputation était difficile à accepter pour eux. Comment est-ce qu'ils vivent votre nouvelle vie aujourd'hui? Écoutez, vous êtes mère de famille, non? Oui. Bon, alors, à votre place, qu'est-ce que ça vous ferait d'avoir votre fille qui vient de se faire amputer, qui vient en plus d'avoir une maladie nosocomiale, que personne ne dénonce parce que nous sommes dans une république bananière, que... Vous savez, il y a une très jolie phrase de De Gaulle, quand il a fait ce référendum, et qui disait « Mais cette bande d'abrutis ne comprennent rien, les Français sont tous des veaux. Ils sont tellement cons qu'un jour, Chirac pourrait être président. » Donc c'est un appel à l'incivilité ou à la rébellion? C'est un appel à l'Octobre Rouge. Je demande aux professions enseignantes, aux intermittents du spectacle, aux professions hospitalières de faire un Octobre Rouge. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les gens pourraient se dire il est amer et on le comprend, mais quelque part il va un peu loin, Guillaume Depardieu? Écoutez, peut-être. Moi, je ne vais que là où je peux aller. Et j'irai jusqu'au bout. Tout à l'heure, je vous parlais de vos projets. Est-ce que vous voyez, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, est-ce que vous voyez comme avant? Est-ce que vous faites les mêmes projets qu'avant? Bien sûr que non. Je ne suis pas le Mel Gibson. Je ne vais pas courir à 60 km/h derrière un autobus. Mais le cinéma vous propose encore des rôles comme avant? 4 films, oui. Donc 4 films, j'ai écrit un roman, j'ai écrit un album, j'ai des projets. Mais vous savez, c'est pas vraiment... ce qui m'énerve, c'est pas vraiment l'État. Parce que pour moi, l'État, je le connais. Ce qui m'énerve, c'est qu'on soit tous là, et que personne ne fasse rien. Qu'est-ce que vous voudriez que nous fassions? Octobre Rouge. Vraiment, appel à la révolution. Si ce jour d'octobre, à vous, n'avait pas existé, qu'est-ce qui se serait passé? Comment elle aurait été votre vie? Comment il aurait été Guillaume Depardieu aujourd'hui? Un bon artisan pâtissier. C'est-à-dire, au sens propre ou au sens figuré? Au sens propre. Vous vouliez abandonner? Mais abandonner quoi? Abandonner un métier d'abruti? Acteur, c'est être abruti? C'est pas vraiment être malin. Pourquoi ça?
sais pas, moi je suis pas actrice, je vous pose la question. Non, mais alors vous n'êtes pas actrice, donc moi je suis née là-dedans, donc je peux vous dire que il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour faire acteur, d'accord? Moi, la musique, la danse, la peinture, ça, ce sont des arts premiers. Et la pâtisserie aussi. Donc. Et la pâtisserie, et aussi la culture de la courge. De la courge. Donc c'est ça qui a changé. Et finalement, mais vous allez continuer à faire du cinéma maintenant? Ah bah oui, bah il faut bien que je paye mes impôts. Donc vous allez faire de la beauty, c'est ça? Mais je vais faire la pute. Carrément. Mais je suis une pute. Comment vous êtes là, vous y allez volontiers en jouant la provocation. Comment est-ce que vous pensez que les gens qui vont aller voir vos films vont réagir? Je joue la provocation parce qu'on est sur un plateau de télévision. Vous savez ce que je voulais faire hier soir? On n'est pas obligé d'être provocateur hier sur un soir, plateau. ce que je voulais faire, c'était acheter des NTB et mettre du thé blanc dans une bouteille de vin. Oui. Vous savez que M. Bukowski a fait ça. Vous vous rappelez de ça? Vous connaissez cette histoire? Vous pouvez peut-être le raconter pour nos téléspectateurs. Bon alors, M. Bukowski est un grand écrivain qui est arrivé ivre-mort avec sa bouteille de blanc. Qui buvait beaucoup. Qui buvait beaucoup, oui, bon, qui était un alcoolique notoire, bon, mais qui écrivait très bien. Il est arrivé chez Pivot avec sa bouteille de blanc. Il a fumé. Bon, moi, ce que je voulais faire, c'était montrer que on peut voir une bouteille de blanc, mais il y a du jus de raisin dedans, et fumer des NTB. C'est quoi des NTB? Les NTB, c'est des cigarettes sans nicotine. Et donc, vous vouliez faire ça pourquoi? J'y ai pensé hier soir, je me suis dit, mais tout le monde croit aux images que vous regardez? Et donc? Et donc, ne les croyez pas. Donc là, on ne doit pas vous croire non plus? Oh, mais si, sans problème. Qu'est-ce que... Vous avez décidé de médiatiser votre histoire? C'est aussi non. Vous auriez pu ne pas en parler. Non, non. On m'a posé une question un soir, on m'a dit, mais pourquoi vous boitez? J'ai dit, bah, parce que j'ai attrapé une maladie à l'hôpital. Mais c'est devenu un combat que vous médiatisez aussi. Ben non, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit, j'ai reçu le lendemain à peu près 1500 lettres de même personnes concernées. Que vous disent justement ces gens? Mais ils me disent mais que c'est scandaleux. Qu'est-ce que vous avez envie de... Vous disiez tout à l'heure, j'appelle à la rébellion, octobre, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour vous battre? Survivre. Survivre, vivre? Non, survivre. Survivre. Pour votre fille. Est-ce qu'on va recevoir... Non, non, pas pour ma fille, non, non, survivre. Et pour eux? Non, non, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont fait confiance, parce que les gens en France, effectivement, sont des veaux. Je suis désolé, je suis d'accord avec le général de Gaulle. C'est pas très gentil pour les gens qui vous regardent aujourd'hui. Bah, écoutez, excusez, moi je dis ce que je pense. Je pense que si les gens se tenaient la main un petit peu, on pourrait renverser tout ce bordel. Je vous rappelle que l'année prochaine, nous sommes 25 ans en Europe et que nous, on est dans une république bananière. Et comment vous voulez qu'on lutte contre les États-Unis? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut un peu se secouer. Vous comprenez? Se secouer. Vous vous lanceriez dans la politique? Si on me propose. Avis aux amateurs. Dans quelques instants, je vais recevoir d'autres personnalités qui, comme vous, ont frôlé la mort de manière très, très différente. L'une d'entre elles a contracté également une maladie nosocomiale à l'hôpital. Est-ce que vous vous sentez proche, en général, maintenant, de toutes les personnes qui ont frôlé la mort? Est-ce qu'il y a un sentiment commun, quelque chose qui vous tient? Non, je pense que chacun est complètement différent vis-à-vis de cette notion, parce que frôler la mort, c'est quand même... Ça vous ramène à des choses qui sont quand même extraordinaires. Moi, j'étais tout fou, tout con, tout bêta. Et la première fois où j'ai frôlé la mort, d'abord, j'ai eu de la peine pour les gens qui m'aimaient. Ensuite, je me suis dit, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Mais en même temps, ça fait partie de ma vie. Si vous voulez, pour moi, là, je vous dis une banalité, mais la mort fait partie de la vie.
On vous donne cette absurdité, on vous donne la vie, et on vous dit toute votre vie, un jour, vous allez mourir. Qu'est-ce que vous allez faire en attendant? Que ce soit 60, 50, 70, 80 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez joué avec le feu? Non. Et est-ce que la proximité justement de cette mort tout d'un coup, ça vous a fait changer d'avis par rapport à tout ça? Non. Non. Au contraire, ça m'a renforcé. Alors on va en discuter avec d'autres personnalités. Eh bien alors, applaudissons-les. Tout d'abord Dominique Bromberger, journaliste et chroniqueur. Il a frôlé la mort, lui, le 2 mars 2001. Il a été renversé par un scooter. Il a été renversé en scooter par un camion. Il est resté 3 semaines dans le coma. Il a subi de nombreuses opérations, rééducation. En tout, il est resté 6 mois à l'hôpital. Il va nous parler de cette expérience où lui aussi, il a frôlé la mort. Voici Dominique Bromberger. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour Dominique Bromberger. Bonjour. En descendant l'escalier, et merci de l'avoir fait, vous m'avez fait un petit signe comme ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Bon, ça veut dire que, je suis désolé, mais soyez gentils. Je ne suis pas une star, je suis simplement quelqu'un qui a vécu une certaine expérience, et ça ne vaut pas la peine d'applaudir ça. Voilà. Vous voulez plus qu'on applaudisse? Non. Non. Eh bien, on respectera votre choix. Pas... Oh. Je crois que c'est une émission spéciale. Juste pour préciser, il est de coutume que quand nos invités arrivent, le public les applaudisse. C'est une manière à nous, et que j'estime sympathique, de saluer les invités, qu'ils soient d'ailleurs des personnalités célèbres, très célèbres, extrêmement célèbres, ou des anonymes qui viennent souvent témoigner sur le plateau de C'est mon choix. Voilà ce que ça voulait dire. Mais si vous ne voulez plus qu'ils vous applaudissent, je pense qu'on peut dire que le public s'y tiendra par respect pour vous. Dominique, vous êtes donc journaliste et chroniqueur à France Inter Paris aujourd'hui. Vous allez écrire un livre qui va paraître en 2004, c'est ça? Où vous racontez votre expérience. Je suis en train d'écrire là-dessus, mais bon, j'hésite un petit peu à en parler. Parce que je ne voudrais pas que ça prenne l'allure d'une opération promotionnelle. Vous savez, si j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est pour 2 raisons, en fait. La première, c'est parce que quand vous restez un certain temps dans ce qu'on appelle le coma, qui est une espèce de sommeil d'où on sort, en fin de compte, pour la plupart, pour beaucoup, pas tout le monde, il y a toute une partie de votre passé qui vous échappe. Et j'avais besoin de mener une sorte d'enquête sur moi-même, sur cette partie du passé, de faire témoigner, de raconter un petit peu ce que j'avais perçu tout de même. Et puis l'autre chose, c'est que si j'en suis sorti, je crois, c'est grâce à l'amour de ceux et de celles, surtout de celles qui sont venues auprès de moi, qui m'ont enveloppé de cet amour et qui m'ont donné envie d'en sortir. Votre femme et votre fille. Voilà, entre autres. Et puis d'autres aussi. Et que, à l'heure actuelle, dans les services de réanimation, on a droit seulement, les familles et les gens qui vous aiment, ont droit seulement à 1 heure dans la journée. Et moi, je crois qu'il faudrait plus. C'est pas assez non plus, Guillaume? Beaucoup plus. C'est très important. Et donc, voilà, ces 2 choses-là seront les bases de mon témoignage. Guillaume, ça vous a manqué, effectivement, d'avoir plus de temps avec vos proches à l'hôpital? Non, pas du tout, parce que moi, j'avais l'habitude de ça. Mais je comprends très bien ce que monsieur veut dire, parce que je suis en ce moment à Valenton, qui est quand même le meilleur centre. Je le conseille à tout le monde, malheureusement. Un centre de rééducation? De rééducation, de réadaptation. Enfin bon, tout ce que je peux constater, c'est qu'il y a une détresse parce qu'il n'y avait pas de prise de conscience de la mort. Moi, j'ai eu cette prise de conscience très tôt, vers 6 ans, 7 ans. Quand vous dites, il y a beaucoup de choses que je voudrais faire, ça, c'est la peur de la mort aussi. Quand on s'approche de la mort, eh ben, c'est pas si terrible que ça. Alors justement, racontez-nous ce jour, c'était le 2 mars 2001, il était 6h30 du matin, vous étiez en scooter, vous rouliez normalement, il n'y avait personne, vous étiez à Paris. Ben, je roulais tout à fait normalement, d'autant plus normalement que 3 jours auparavant, en passant à ce même endroit, juste à cet endroit, j'ai entendu Dominique, si un jour tu as un accident, ce sera là. Qui vous a dit ça?
Je sais pas, c'est... Quelque chose dans quelqu'un dans votre tête? Dans ma tête, oui. Jeanne d'Arc, peut-être. Mais vous vous êtes dit ça pendant ou vous vous en êtes souvenu après? Non. Et alors c'est vrai que j'allais habituellement un petit peu plus vite, c'est pour répondre à votre question. Je vous coupe juste 2 secondes, on laisse exceptionnellement fumer Guillaume Depardieu, vous savez que c'est interdit, Guillaume, sur un plateau de télé. C'est des NTB. Mais c'est quand même interdit parce que, pour des raisons de sécurité, mais exceptionnellement, on vous y autorise. Dominique. Bon, je l'écrase alors. Oh, c'est comme... non, on vous laisse faire. Hein, c'est trop tard. Non, tant pis. Vous la rallumerez peut-être après, mais je vous donne l'autorisation. Oui, des pompiers qui sont là sur le plateau. Pardon de vous avoir interrompu, voilà. Dominique. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que comme j'avais eu ce pressentiment, alors que d'habitude, peut-être que je roulais un peu plus vite que la vitesse autorisée, ce jour-là, depuis 48 heures, je faisais très attention à ne pas la dépasser. Et puis, rien ne pouvait se produire. Il n'y avait pas de circulation. À scooter, ça m'était arrivé, comme à tout le monde, de faire des bêtises, de prendre le périphérique. C'est extrêmement dangereux quand vous passez entre des files de voitures ou les voies sur berge. C'est horriblement dangereux. Là, il ne pouvait rien m'arriver. J'ai regardé le feu qui passait au vert. Il y avait un camion qui venait en face. Tout allait bien. Et après, je ne me souviens plus de rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'après ce qu'a reconstitué le rapport de police et un témoin, parce qu'il y avait tout de même un témoin qui était là. C'est-à-dire que le camion qui arrivait en face, au lieu de continuer tout droit au feu, comme ça, il a tourné à gauche et je suis allé m'écraser contre lui. Vous vous êtes donc retrouvé sous ce camion. Guillaume disait tout à l'heure, quand j'ai vu la tête du pompier qui m'a désincarcéré, ou en tout cas sorti, ou en tout cas aidé, j'ai compris. Est-ce que vous avez un souvenir à partir du moment où vous avez eu cette collision avec le... Dernier souvenir, donc c'est le feu qui passe au vert, ensuite le noir pendant un certain temps, et puis vaguement, alors quelque chose dont je me souviens très clairement, c'est la descente de l'ambulance du SAMU, et ça c'était à l'arrivée à la Pitié. Et il y a une forme blanche qui se penche sur moi, sans doute une infirmière ou un infirmier, et je dis « Appelez le 01 45 35 », je ne donnerai pas la suite du numéro, c'est celui de chez moi, et j'ai répété 2 fois. Et puis ensuite, de nouveau, boum, et réveil 3 semaines réveil 3 semaines plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce coma? Alors, dans un premier temps, comme j'avais à subir un certain nombre d'opérations, les médecins m'ont sédaté, ce qu'on appelle le coma artificiel. Et ça, c'est destiné à mettre l'organisme au repos pour, pendant qu'on subit les opérations, qu'il ne soit pas trop exigeant. En plus, j'étais en état de choc. Bon, ça, c'est fait qu'on gonfle. Ma femme m'a dit que j'avais l'air d'un bonhomme Michelin. On gonfle comme ça. Et simplement, au bout de 4 jours, quand ils ont fini leurs opérations, ils ont tourné le robinet pour arrêter le produit. Et là, on est censé se réveiller. Et moi, je ne me suis pas réveillé tout de suite. Ça a pris 2 semaines et demie de plus, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant... Vous avez des souvenirs de ce coma? Oui, j'ai des souvenirs, bien sûr. Non, je n'ai pas de souvenirs du coma. J'ai souvenir de rêves ou d'hallucinations, comme on voudra, qui se sont produites pendant le coma. Oui. Mais je suis incapable de les situer, de dire quand ça s'est passé exactement. Mais ce qui s'est passé, c'est que, là je vais vous donner une petite anecdote qui va vous amuser, c'est que ma femme, quand j'étais dans le coma, au bout de quelques jours, m'a dit « Quand tu te réveilleras », parce qu'elle n'en a jamais douté, elle, « Quand tu te réveilleras, on aura une grande nouvelle à t'annoncer. Marie-Laure est enceinte. » Votre fille. C'est une fille de ma femme. Et quand je suis sorti du coma, quelque temps après, enfin 3 semaines plus tard, Geneviève, c'est ma femme, a recommencé en me disant « Tu sais, on a une grande nouvelle à t'annoncer. » Et j'ai dit « Oui, je sais, Marie-Laure est enceinte. » Mais moi, je ne me souviens pas de ça. Hein. Je ne me souviens pas qu'on me l'ait dit pendant que j'étais dans le coma. Et je ne me souviens même pas de l'avoir dit en sortant du coma. Simplement, il y avait 2 autres personnes de la famille qui étaient là et qui peuvent en témoigner aussi. Mais c'est pour vous dire que le coma, on n'en sort pas
comme ça. Hein. Mais ça veut dire quoi? Que vous avez entendu ce qu'elles auraient pu se dire entre elles, que vous avez une prémonition, une préscience? C'est pour ça que c'est très important de laisser les familles et d'une façon générale parler pendant le coma. Parler, toucher, même être là, je veux dire, à la limite, même sans parler. Moi, je répète, c'est l'amour qui m'a sauvé. Est-ce que vous avez eu un contact avec la mort? Est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas, de l'avoir frôlé? Moi, je sais à peu près quand j'en suis sorti. Je ne vais pas vous raconter ça dans le détail parce que ça prendrait trop de temps, mais ça fait partie des expériences évidemment, que j'ai pris beaucoup d'intérêt à écrire. C'est qu'à un moment, je me vois habillé en blanc, cheminant vers un cimetière, et c'est à proximité de Saint-Jacques-de-Compostelle, je ne sais pas pourquoi, et il y a une dame qui apparaît et qui dit « non, ce n'est pas le moment pour vous ». Vous avez vu ça? Je l'ai vu, je l'ai rêvé, disons. Il ne faut pas non plus présenter ça comme une expérience scientifique. Hein. Non, mais c'est votre vécu. Ça, je m'en souviens parfaitement. Guillaume, quand vous entendez ça, comment est-ce que vous réagissez? Quoi? Dominique Bromberger nous explique en fait qu'il a rêvé de ce moment où il a vu une dame blanche et lui a dit non, en gros, c'est pas ton tour, quoi. C'est pas le moment. Moi, je ne le dirais pas de la même façon, mais en même temps, c'est vrai que j'ai senti que de toute façon, je m'en sortirais, quoi. C'est tout. Mais il n'y avait pas de grande dame blanche, ni une vierge, ni machin. Mais en tout cas, je savais que je m'en sortirais. Vous avez mis du temps à vous remettre. Vous vous remettez encore lentement, mais sûrement par amour pour vos proches. C'est vrai que c'est pas toujours rigolo, la rééducation. C'est vrai que j'ai été ramené 4 fois à l'hôpital alors que je pensais en être sorti parce qu'il y a eu des infections qui se sont faites. Il y a même un jour où, à force d'être ramené à l'hôpital, j'ai demandé à un infirmier s'il n'avait pas une petite pilule pour me faire passer de l'autre côté. Mais non, c'est vrai que penser aux autres, c'est vrai, ça aide. Ouais. Dominique, si ce jour n'avait pas existé dans votre vie, si 3 jours avant vous n'étiez pas passé avenue de Suffren, si 3 jours plus tard vous n'étiez pas passé, si vous n'étiez pas passé sous ce camion, qu'est-ce que vous seriez aujourd'hui? Professionnellement, ce ne serait pas fondamentalement différent, sauf que je continuerai à mener une vie de fou en courant sans cesse d'un bout à l'autre de Paris pour faire toujours plus de choses. Bon. Et le scooter, c'est l'explication. Hein. C'était aussi un moyen très pratique d'être à l'heure, à différents rendez-vous, de faire plein d'émissions et tout ça. Maintenant, j'en fais moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression de m'intéresser un peu plus aux autres. Pas faire l'apôtre, hein, mais... Et puis, notamment, il y a une chose que je fais, ma fille me dit que je fais la police, c'est que quand quelqu'un fait une connerie, que ce soit en voiture ou à vélo ou à pied, je m'arrête pour lui dire, quelquefois ça se passe bien, d'autres fois ça se passe mal, mais je pense que là on peut se rejoindre. Je pense que on se rejoint carrément. Si chacun avait un comportement vraiment citoyen dans ce genre de circonstances, eh ben, il y aurait moins de ce genre d'accident. On ne se ressent pas beaucoup, mais en même temps, moi, je peux vous dire que quand je vois le gâchis, mais parce que c'est du gâchis, c'est du gâchis de vie, c'est innommable. Donc c'est vrai, quand je vois des comportements, même des proches, que ce soit ma mère ou que ce soit mon père, mais c'est un délire de toute puissance. C'est la mégalomanie complètement masculine. Mais moi, quand je vois ça, je les arrête et je dis, je descends de la voiture, je prends un taxi. Au revoir. Est-ce que dans ce drame qui vous a touché, Guillaume Depardieu parlait de gâchis, est-ce que quelque part vous trouvez, je trouve pas bien mes mots, alors je me lance un peu, quelque chose de positif, enfin qu'est-ce que... Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais oui. Parfois, il m'arrive de me dire que j'ai eu de la chance d'avoir cet accident. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Alors ça a été un désastre sur le plan, bon, passons de la souffrance, des choses comme ça.
sur le plan, dans un premier temps, de ma vie avec ma famille, parce que j'ai complètement disjoncté à un certain moment. Je commençais à faire un certain nombre de bêtises. Comment? Ça, c'est trop privé, moi. Bon, bah alors, on dit rien. Dans les coulisses, après. Dans les coulisses. Mais, bon, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses, ça fait regarder le monde d'une façon un peu différente, ça fait s'intéresser un peu plus aux autres. Bon, je ne suis pas un saint, hein, loin de là. Je tiens à préciser que tout d'un coup, il ne m'est pas poussé une auréole. Hein. Mais c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu moins égoïste, quoi. Et la mort, vous y pensez encore aujourd'hui? La mort, j'en ai plus peur. C'est vrai? Voilà, c'est pas la même chose. Ça change tout. Ah oui. Mais on n'en a plus peur. On fait avec. D'abord parce que, en s'en approchant, on voit que c'est pas effrayant. Et puis, en fait, ce qui a été dur pour moi, c'est le retour à la vie. Alors, on va en discuter avec d'autres personnalités. Le journaliste économique Jean-Marc Sylvestre a frôlé lui aussi la mort. C'était le 30 juin 2002. C'est ce jour-là que les médecins ont décelé chez lui un grave problème à l'aorte et qu'il a appris qu'il devait subir une opération à cœur ouvert. Le voici Jean-Marc Sylvestre. Bonjour, vous êtes journaliste et chroniqueur économique sur LCI, TF1, France Info et auteur d'un livre qui s'intitule justement Une petite douleur à l'épaule aux éditions Ramsay, qui vient juste de sortir. Vous, ça s'est passé le 30 juin 2002. Ça s'est passé en deux temps. Ça a commencé le 30 juin 2002. Vous vous réveillez un matin, un samedi matin, avec effectivement une petite douleur à l'épaule gauche, comme on peut tous en avoir, parce que vous croyez avoir mal dormi ou être mal positionné, et vous pensez qu'avec ça va se passer dans la matinée. Et puis ça ne se passe pas, puis ça empire. À ce moment-là, vous appelez à Paris, parce que vous êtes à la campagne, vous appelez à Paris un de vos amis qui est médecin, parce que là, vous avez la chance, et moi j'avais la chance de connaître quelques médecins. Et vous lui expliquez, et il vous dit « Je ne sens pas ton truc, je préférais que tu rentres ». Je suis rentré le dimanche et le soir, il me transportait en urgence avec 41 de fièvre dans un hôpital qui est spécialisé malheureusement dans les maladies nosocomiales, dans la lutte contre les maladies nosocomiales. Je vais le citer l'hôpital parce que je lui dois une fière chandelle. C'est l'hôpital de la Fondation de la Croix-Saint-Simon, dans le fin fond du 20e arrondissement. Nous avons été opérés au même endroit. Absolument. Et donc, on a décelé une maladie nosocomiale chez vous. On a décelé un staphylocoque doré, à tête dorée, dont on ne savait pas d'où il venait. Et alors, ce qui est terrible, c'est que vraisemblablement, on ne sait pas d'où il venait. Peut-être d'une opération dentaire que j'avais auparavant. Oui, j'ai lu que vous l'aviez contracté chez le dentiste. C'est terrible parce que plus personne va aller chez le dentiste. Non, je crois qu'il faut avoir confiance dans les dentistes. On peut la contracter n'importe où. Mais nous sommes des enfants d'antibiotiques. Et à cause de ces antibiotiques, nous sommes très sensibles à ce genre de c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure. Il a eu totalement raison de le dire. Mais la difficulté, c'est de repérer le staphylocoque et d'essayer de savoir où il va. Il était dans l'épaule, et de l'épaule, il passe dans le bras. Ça va vite? Ça va très vite, très vite, très très vite. C'est-à-dire? En 3 jours, 4 jours, vous avez le bras paralysé. Et en 3-4 jours, vous avez des médecins qui font des analyses parce qu'il faut absolument repérer quelle est la nature du staphylocoque pour ensuite découvrir le protocole antibiotique, qui sont des protocoles très compliqués et très longs, puisque ce protocole-là a duré pratiquement 3 mois. Vous connaissez M. Lagardère? Je le connais évidemment. Oui, bon, qui est quand même un des hommes les plus puissants de France, qui est mort en 1 semaine. Donc ce sont des staphylocoques dont le risque est de monter soit au cerveau, soit de migrer dans le cœur. Et parmi toutes les recherches, et vous faisiez allusion à l'opération ensuite, parmi toutes les recherches qui ont été faites, c'est vrai qu'on est allé voir ce que je pouvais avoir au cœur, et en cherchant dans le cœur, on a découvert que j'avais, au départ, m'a-t-on annoncé une tumeur à l'entrée de l'aorte, et à ce moment-là, vous avez déjà le bras gauche paralysé, vous avez le bras droit qui est sous perfusion avec plein de bidons, et on vous annonce que vous allez être opéré pour une tumeur, même si on vous dit que les tumeurs au cœur, c'est jamais très grave, quoi. Et donc là, vous changez d'hôpital, vous allez au centre Pompidou pour être opéré, et puis à ce moment-là, la vie s'arrête. C'est douloureux d'en parler encore aujourd'hui?
Oui, parce que j'ai eu... Dominique l'a dit, vous l'avez tous dit, on a des chances énormes. Ma chance, c'est d'avoir... À la limite, je ne devrais pas dire ça devant ce qui est arrivé à Guillaume, mais la chance, c'est d'avoir eu un staphylocoque. Parce qu'on a décelé avec le votre staphylocoque, problème de tumeur. je suis tombé sur des médecins qui sont géniaux. Ils sont fous, les médecins de la Croix-Saint-Simon. Ils sont formidables. Monsieur Mahmoudi. Patrick Mahmoudi. Ils recherchent tout. Ce sont des héros qu'on ne connaît pas, qui travaillent nuit et jour avec des infirmières formidables. Pour rien. Pour rien. Et donc ces gens-là, on voulait absolument savoir pourquoi j'avais eu ça, parce qu'on ne le savait pas. Et en cherchant, ils ont trouvé autre chose. Et en cherchant, ils m'ont envoyé chez un cardiologue. Vous venez de dire, quand j'ai appris que j'avais une tumeur ici, cœur, tout s'est arrêté. C'est quoi, tout s'est arrêté? C'est un infarctus. Tout s'est arrêté parce que il y a un protocole, vous savez, quand vous allez être opéré, une opération très grave comme ça, pardon, l'infirmière vient vous voir et dit vous êtes d'accord pour être opéré? Parce qu'il faut l'accord du malade pour être opéré. Vous êtes d'accord, ça va se passer tel jour. Le problème était de trouver un jour optimal entre le staphylocoque et l'opération. C'est très dangereux d'opérer quelqu'un sous antibiotiques et sous staphylocoque. Et je leur avais dit, écoutez, je signe tout ce que vous voulez. De toute façon, je suis foutu. Et ils m'ont dit, à ce moment-là, ils me disent, mais non, vous n'êtes pas foutu, vous allez voir, vous allez voir. Je ne les croyais pas, je ne les croyais pas, je ne les croyais pas. Je ne les croyais pas. Et entre le moment où ils m'ont annoncé ça et le moment où j'ai été opéré, ça a duré à peu près 2 semaines. Je me suis fait à l'idée que c'était fini, quoi. Pendant ces 2 semaines, à quoi vous avez pensé, justement? Alors, j'ai eu très peur pendant quelques jours. Peur de quoi? De mourir. Pas peur de mourir, peur de laisser des enfants, des proches, des gens qui m'avaient apporté énormément. Donc, j'ai voulu les faire venir tous. J'avais une frénésie, il fallait que tout le monde vienne, j'appelais tout le monde. J'ai dû consommer du portable comme jamais j'en ai consommé de ma vie. Et puis au bout de 4 ou 5 jours, j'ai raconté dans le bouquin, vous faites des mots, des lettres. Et puis au bout de... Vous êtes tellement fait à l'idée de vous partir, vous atteignez une espèce de sérénité. Et puis vous vous en foutez. Et je peux vous dire, je m'en foutais. Et si... Enfin, je ne devrais pas dire ça, mais si on avait pu me donner une petite pilule. Pour partir aussi? Dans quel état d'esprit vous avez abordé l'opération? Vous vous en foutiez vraiment? Vous avez dit au revoir à tout le monde? Je m'en foutais. Et vous avez fait le tour de votre vie? Vous avez eu des regrets? Alors que... Oui, bien sûr, vous avez toujours des regrets de ne pas vous être occupé de vos enfants, de ne pas avoir donné autant d'amour que vous en avez reçu, etc., etc. Bon, voilà. Mais au bout d'un moment, vous n'y pensez plus, quoi. Au bout d'un moment, vous dites, bon, ben voilà, c'est fini. Finalement, vous faites un bilan de votre vie, vous dites, j'ai quand même eu du pot dans ma vie, moi, j'avais été jamais malade auparavant, j'ai une vie sympa. C'est vrai qu'on a des professions qui sont des passions aussi. Donc, vous avez trouvé ça injuste? Est-ce qu'on peste contre l'injustice? Est-ce qu'on est en colère, comme disait Guillaume? La maladie est injuste, la mort est injuste. Bon, mais... C'est Guitry qui disait ça, d'ailleurs. La mort, tout est injuste. Je suis beaucoup moins en colère contre la valise qu'il a pris dans la figure ou contre le camion qui n'a pas vu Bromberger, quoi. Bromberger, je l'ai attendu le matin, là, parce qu'on est à la radio ensemble le matin. Hein, et ce matin-là, vous travaillez ensemble? Nous étions ensemble à la radio. Et ce matin-là, il n'est pas arrivé. Et on se demandait tous, parce que ça doit faire 10 ou 15 ans qu'on fait de la radio ensemble le matin, jamais on a raté une émission. Jamais on est malade. Et d'ailleurs, le jour où je suis rentré en urgence à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon, j'ai regardé l'infirmier, je dis, je serai prêt demain matin, il faut que je me lève à 6 heures, vous savez, j'ai mon papier, il m'a dit... C'est là qu'il vous a regardé et vous a dit la même chose qu'à moi. C'était la fameuse phrase, t'es foutu, c'est ça? Oui, non, là, à mon avis, mon garçon, tu ne travailles pas. Il m'a dit, il va peut-être falloir vous calmer. Dominique Bromberger disait tout à l'heure, ce qui a été finalement plus dur, c'est de revenir à la vie. Vous vous étiez dit, tout est foutu, je vais mourir. Et puis un jour, vous vous êtes réveillé de l'opération, et là, ça a recommencé. Comment vous avez pris cette chose-là?
Moi, je n'ai pas eu un coma aussi long que Dominique. J'ai eu un coma thérapeutique de 48 heures après l'opération. Je dois dire que du jour où vous partez en salle d'opération et que vous êtes fait à cette idée que vous allez mourir, vous n'avez plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'avais pas peur de la mort et aujourd'hui, je n'en ai pas peur. Et de la vie? Et quand vous vous réveillez, vous avez peur de la vie. Vous avez peur de revenir parce que vous avez peur de... D'abord parce que quand vous vous réveillez, vous avez des bruits, vous avez des visages qui vous reposent des questions. Vous avez... et toute cette période-là, lorsque vous êtes fait à cette idée, moi, je n'ai pas vu grand-chose, je n'ai pas vu la Dame Blanche, je n'ai pas vu tout ce dont certains parlent, hein, je le dis franchement. Bon. Mais j'étais dans un état confortable, serein. C'était doux, c'était blanc, c'était calme. Ils vont tous se suicider, là. C'est peut-être l'effet des médicaments non, aussi. T'as raison. Oh non, mon Dieu, non. C'est peut-être l'effet des médicaments. S'il vous plaît. C'est peut-être l'effet des médicaments. Mais quand vous revenez à la vie, bon, bah, vous avez un moment qui est très dur parce que vous avez des douleurs épouvantables. J'ai vécu pendant une semaine avec des douleurs épouvantables où vous ne voulez vraiment pas continuer de vivre. J'avais d'abord cette infection qui continuait parce qu'elle n'était toujours pas réglée. Ça a demandé quand même 4 à 5 mois pour éradiquer le staphylocoque dont on n'est pas sûr qu'il soit complètement disparu d'ailleurs. Bon, et puis vous avez cette opération du cœur qui vous luxe complètement les côtes donc vous ne pouvez pas bouger, donc vous avez des souffrances épouvantables. Même si je dois dire que je suis tombé sur des médecins formidables qui pratiquent l'antidouleur maintenant. Il faut le dire, ça, parce que les médecins qui refusent l'antidouleur, c'est un scandale. Oui, mais surtout sur la virologie, c'est quand même le meilleur hôpital. La Croix-Saint-Simon, ouais. Bien sûr. Et ça, les médecins, moi je ne peux que en rajouter par rapport à ce qu'ont dit Guillaume Depardieu et Jean-Marc Sylvestre. Ils sont exceptionnels parce que, bon, moi c'est un petit exemple, tout petit exemple. Hein. Quand j'étais dans le coma, au début, j'avais beaucoup de choses, mais entre autres choses, il y avait quelque chose qui menaçait pas du tout ma vie. Je suis désolé d'en parler devant Guillaume Depardieu, mais j'avais eu le genou qui était complètement arraché. Et personne ne pouvait dire à ce moment-là si j'allais m'en sortir. Ils m'ont dit ensuite, les médecins, vous aviez en gros une chance sur 4 de vous en sortir à ce moment-là. Eh bien, il y a néanmoins un médecin qui est remarquable et qui a pris des petits morceaux de tendons, de ligaments ailleurs dans le corps pour reconstituer les ligaments, puisqu'ils étaient tous les 4 arrachés, hein, les 2 ligaments droits et les 2 ligaments croisés, alors qu'on ne savait pas si j'allais m'en sortir. Donc vous vous rendez compte le temps que ça représente. Guillaume Depardieu parlait de l'argent aussi que ça représente d'immobiliser une salle d'opération pour quelqu'un dont on ne sait pas s'il ne va pas mourir. Est-ce que ça valait la peine de faire cette opération? Moi, je pense que oui, maintenant. Mais sûrement, on aurait pu se poser la question. En tout cas, c'est clair qu'il tente, malgré les chances ou le peu de chances de réussir. Jean-Marc Sylvestre, si ce jour-là n'était pas arrivé, si vous n'étiez pas allé chez le dentiste ou ailleurs, s'il n'y avait pas eu le staphylocoque, s'il n'y avait pas eu l'opération, qui seriez-vous aujourd'hui? Je serais peut-être quelqu'un qui aurait eu un autre problème parce qu'il avait une vie trop stressée, qu'il ne voyait pas les gens qu'il aimait autour de lui, qu'il ne savait même pas qui il était. Je crois que cette épreuve m'a un peu appris qui j'étais. Ça m'a... une chose que j'ignorais un peu. Et puis j'ai surtout découvert mon entourage. J'ai découvert ma fille, qui a été formidable. J'ai une amie qui m'a beaucoup aidé. Et puis... L'émission n'est pas terminée. Je vous propose de nous retrouver demain pour avoir la suite. Regardez ce qui vous attend. Il faut dire la vérité. Parce que les maladies nosocomiales, c'est un scandale français. Ça tue 10 000 personnes par an. Je trouve que le combat qu'il mène est formidable. Je ne suis pas totalement d'accord avec les formes qu'il utilise. Non, mais c'est vrai, je suis un petit con. Le 9 novembre 1970, Rika Zaraï a frôlé la mort. Elle a eu un terrible accident de voiture. L'accident s'est produit vers 2 h l'après-midi. Je me vois tomber et je vois, avant que la voiture s'écrase, juste une femme
à la fenêtre, en train de hurler et faire avec ses mains comme ça. Je me dis, ça vaut pas la peine de vivre, de continuer de vivre. Vous avez voulu arrêter? Oui. À 5 h du matin, j'ai pris mes pilules. Le 31 janvier 1997, Philippe Laville, lui aussi, a frôlé la mort. Il a eu un très grave accident de ski. J'ai fait un demi-saut périlleux et je suis tombé sur la tête. J'ai entendu un bruit effrayant. J'ai 3 enfants. En fait, j'avais pas envie que mes enfants me voient complètement délabré. La souffrance morale, c'est une blessure qui ne se referme jamais.